Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique sur le troisième volet de la trilogie Jason Bourne, La vengeance dans la peau, The Bourne Ultimatum. C'est un film réalisé par Paul Greengrass qui est sorti en 2007, toujours inspiré des romans de Robert Ludlum. C'est le troisième volet donc de la franchise Jason Bourne, avec Matt Damon bien entendu, Julia Stiles, il y a David Strathairn, Scott Glenn, entre autres. C'est un film qui a coûté assez cher, 110 millions de dollars, il en a rapporté 442 à sa sortie, ainsi que d'excellentes critiques. Il dure 1h56, et qu'est-ce qui se passe pendant 1h56 ? Eh bien, c'est Bourne qui parvient à quitter Moscou. Tandis qu'en Europe, un journaliste britannique, Simon Ross, apprend l'existence d'un programme inspiré de Treadstone, dont Bourne faisait partie, le programme Black Briar. Lorsque la CIA en a connaissance, le chef des opérations du programme, Noah Vosen, entreprend de faire assassiner Ross, qui reçoit cependant l'aide de Jason Bourne. Bourne cherche alors à mettre fin aux exactions de la CIA, tout en se rapprochant toujours plus de son passé, aidé par Nicky Parson et puis par Pam Landy, donc on avait vu dans le deuxième volet, manipulé par Vosen et le directeur de l'agence, Exa Kramer. Oh là là, un gros synopsis, bien long, je dois bien l'avouer, mais il est long parce que l'histoire est assez compliquée. Ce qu'on peut voir avec ce troisième volet, c'est qu'il est homogène avec les précédents. Il y a une cohérence et une homogénéité entre les trois volets écrits par Tony Gilroy. Il y a bien sûr, je pense que vous le savez bien, une similarité avec The Bourne Supremacy, donc le deuxième volet, est comme les deux faces d'un même film. Dans ce troisième volet, l'histoire s'insère entre l'avant-dernière scène, celle où Bourne est à Moscou, et la dernière scène de Supremacy où Bourne appelle Landy, qui lui dévoile d'ailleurs sa véritable identité. Mais le film, lui, est plus malin, il se termine plus loin que prévu et insère dans ce cas-là le deuxième volet à l'intérieur. C'est assez jouissif de voir ça. La référence au premier et au deuxième est constant, à travers des petits clins d'œil. Nicky Parson change sa coupe de cheveux, comme Marie dans le premier film. On a Bourne qui a sa voiture détruite, un peu de la même façon que dans Supremacy dans le deuxième. Bourne dit à Paz, donc le tueur, la même chose que le professeur lui a dit dans Identity. Voilà, des choses comme ça. On garde des connexions avec le premier et le deuxième volet. Le petit frère de Marie, par exemple, apparaît dans le troisième volet. C'est la réalité. This is real, c'est ce qu'il dit dans les deux films. Une phrase importante et marquante prononcée par Bourne à deux occasions. Dans Supremacy, quand Marie se rend compte que le mec identifié par Bourne est un espion, et dans Ultimatum, quand il essaie de convaincre le journaliste Ross qu'il est en danger à la station Waterloo. Les deux personnages sont par ailleurs tués par un tir de sniper. On se sent comme chez soi. On est habitué avec le second volet et on rentre dans le troisième, dans Ultimatum, avec beaucoup plus de facilité. Il y a une très bonne montée en tension. La course-poursuite à Tanger dure plus de 10 minutes et ce qui se passe à New York est vraiment trépidant. Je pense que le rythme du film est dû au fait qu'on ait très peu de scènes calmes. Il y a, à mon avis, beaucoup plus de scènes posées qui ont dû être coupées pour garder les gens sous tension, garder le tempo assez haut. Confirmé par le commentaire audio de Paul Greengrass, censé changer un peu le registre de James Bond, il en emprunte pourtant les mêmes situations. Le changement est à mon sens la compréhension de ce qui l'entoure et la teinte de l'événement. Absolument pas glamourisé, la dérision en moins. On a ici un film d'espionnage qui a des couilles. Si Vol 93 nous montre la tragédie, ce Bourne-ci nous montre les États-Unis vivant après la catastrophe. Le 11 septembre n'a pas besoin d'être mentionné, c'est un film sur la peur du gouvernement, de ses citoyens et vice-versa. C'est un film sur la surveillance, avec les gens épiés constamment. Désormais, l'ennemi de la démocratie n'est plus à chercher du côté de l'étranger, mais bien à l'intérieur du système.
système, qui crée lui-même ses propres monstres, justifiant sa démarche par la peur panique du terrorisme. Le gouvernement américain est prêt à sacrifier certains principes constitutionnels fondamentaux afin de protéger à tout prix le plus grand nombre. Le film devient alors un thriller multinational, un film moral un petit peu aussi, où des philosophies se confrontent, une sécurité au prix de la liberté. Je peux quand même affirmer clairement que c'est un film un peu politisé, le réalisateur est quand même un réalisateur politisé, avec cette arrogance gouvernementale, l'érosion des libertés civiles. Les critiques ont condamné d'ailleurs le troisième film comme étant un film anti-américain. Je pense pas qu'il soit anti-américain, mais plutôt anti-néoconservatisme américain. Je ne vais pas trop m'aventurer là-dedans parce que je ne suis pas trop politique, mais je voulais quand même vous le mentionner. La quête de Bourne, elle, touche à sa fin. Il traque les gens pour remonter jusqu'à la source. C'est le but du film. Les révélations, quant à elles, ne surprennent pas vraiment. On se surprend plutôt à se demander si le jeu en valait la chandelle. C'est aussi presque le propre du genre. Une critique avait mis en évidence d'ailleurs une vérité décevante autour du personnage de 13 par exemple dans la bande dessinée. Finalement, la résolution est creuse. Découvrir que le gouvernement fait des agents pour tuer des gens, des innocents s'il le faut. Ouais. La révélation est à mon sens un petit peu maigre. Et c'est là aussi l'injustice. Nous, spectateurs, nous le savons, nous avons vu des fictions, mais lui ne le sait pas. Donc encore une fois, on en sait plus que notre personnage principal à ce niveau-là. Donc on est passé d'un début de série, un début de saga où on avait les mêmes informations que lui, à une structure et un film où on sait plus que le personnage principal. C'est très amusant cette omniscience de notre part. Une omniscience de notre part et la désillusion de sa part. Bourne choisit son camp. Bien que menacé, il ne tue pas. C'est la première scène du film. Comme le deuxième, il utilise des lunettes de sniper, non pas pour tuer, mais juste pour voir. Donc un changement d'utilité de l'objet. Il se rapproche de plus en plus de son passé, avec des flashbacks de notre personnage. Bourne est tenté et donc il hante également l'esprit des autres. Matt Damon joue Bourne toujours aussi paumé et robuste. Un des talents principaux de Bourne, c'est sa vitesse de calcul et son timing. Bourne est cérébral. Il joue aussi dans ce film avec ses interlocuteurs. La stratégie de l'évitement, il fait vider le bâtiment de la SCIA en donnant de fausses informations sur sa localisation. Pour faciliter son entrée dans le bâtiment, c'est juste du génie. C'est super risqué, mais c'est vraiment brillant et quand ça arrive dans le film, c'est assez jouissif. Le mec, il parle russe, français, allemand, espagnol, il ouvre n'importe quelle porte, il passe les codes, il évite les poursuivants, il échappe entre les doigts de tous. Le sentiment de tension de Bourne doit alors passer d'une autre façon, parce que là on pousse ses habiletés jusqu'aux limites intellectuelles et physiques. En interview, Matt Damon accuse le coup. Dans le premier film, j'avais 29 ans, et dans le dernier, j'en ai 36. J'ai senti la différence par rapport aux autres acteurs cascadeurs qui avaient la vingtaine. Il disait que justement ces cascadeurs étaient tous un petit peu fous parce qu'ils se disaient « Je suis dans un combat, dans un Bourne !» Voilà, le mec était tellement rapide pour Matt Damon que le combat a duré plus longtemps que prévu lors du tournage. Mais je ne pense pas qu'il fasse toutes ces cascades à confirmer parce que dans le film il y a quand même 2-3 plans qui sont assez ouf. Mais ça reste très impressionnant, très bien rythmé. Une très bonne relation avec le réalisateur également. Paul Greengrass dit à ce propos sur la caractérisation de Bourne « Un vrai homme dans un vrai monde, à la poursuite d'une quête mystique. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est une histoire d'opposition. Est-ce un tueur? Ou est-il fait pour en être un? Il ne nous fait pas confiance et ne leur fait pas confiance non plus. Au système qui est corrompu, ils sont tous mauvais. Donc vraiment, l'aspect gouvernemental n'est pas franchement reluisant dans le film. Un truc intéressant, on a l'impression qu'il est invincible dans le film. Alors, ce que fait Greengrass, il crée des personnages à sauver et l'attention se déporte sur eux. C'est le rôle un petit peu de Nicky Parson et du journaliste. Quant aux autres personnages, j'aime beaucoup Noah Vosen, celui qui donne l'ordre à l'œil de regarder. Vosen traque à distance. Et avec ce qui se passe,
On va presque se demander pourquoi ils le veulent mort en fait, parce qu'il connaît en fait leurs agissements, la mort de citoyens américains. Le mec croit d'ailleurs qu'il peut mieux faire que Landy, donc Pamela Landy. Joan Allen reprend son rôle avec un désenchantement de sa part. Il y a un moment d'ailleurs où Paul Greengrass fait comme dans Green Zone. Pamela Landy passe du côté de Bourne alors que toute la CIA veut sa peau. Je vais arrêter sur les personnages parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Je vous laisse plutôt les découvrir en regardant le film. Je vais beaucoup plus m'intéresser au filmage, à la mise en scène. Une approche qui est comme un documentaire, hein, c'est très efficace. Il me paraît un petit peu répétitif par rapport au second, mais je trouve que je devrais dire plutôt qu'il est mieux exécuté. Il y a eu un tournage dans les studios de Pinewood, à Madrid, à Paris, à New York, à Londres, entre autres. Greengrass, quant à lui, connaît bien le langage du cinéma. Mais il le court-circuite intentionnellement, avec des angles surprenants. Et beaucoup de cuts, beaucoup, pour garder le spectateur dans un état d'excitation constant et d'attention, car le spectateur ne veut pas perdre le fil, donc il s'accroche à ces images qu'il essaye de comprendre. On pousse plus loin le sentiment de paranoïa d'une réalité sous contrôle. Les nouvelles possibilités offertes par les instruments modernes devraient rendre dérisoires les conventions de l'action cinématographique. Une caméra qui supporte la paranoïa, avec des plans bloqués par des objets flous au premier plan, comme si le plan avait été pris à la volée. Il joue avec ses propres manies de mise en scène, les amorces trop grandes et floues, les zooms beaucoup plus fréquents, une utilisation fraîche du zoom en fait. Et le film commence direct avec beaucoup d'ellipses. La mise en scène de Greengrass sert un propos, l'immédiateté de l'information. Les téléphones sont immédiatement mis sur écoute pour donner des informations sur les gens. On montre le potentiel maximum des sociétés de surveillance, avec beaucoup de cartons, de spatialisation. C'est un film qui se passe presque en temps réel. Je ne vais pas forcément me répéter sur ce que j'ai dit dans le deuxième volet, je vous invite aussi à regarder la critique du deuxième volet, mais ici on a vraiment une utilisation judicieuse des moyens de surveillance. Tout le monde, y compris Paul Greengrass, semble perdre le contrôle de l'action alors que paradoxalement, le héros se trouve lui en pleine possession de ses moyens. Concernant la caméra, il ne s'agit pas de parler de caméra de Parkinson, mais plutôt une approche de l'intensité par Greengrass. Il n'y a aucune utilité de stabiliser. Il y aurait une trop grande différence entre la caméra et l'action. L'immersion serait cassée car la caméra ne sera pas dans l'action qui est très violente et il ne s'agit pas non plus de shaky cam mais de caméra portée. Il y a des jump cuts, un montage très serré. Le spectateur est plongé à l'intérieur des combats et il ne s'agit pas de plans objectifs qui ont du recul comme je l'avais dit dans le second volet. Alors pourquoi dans les scènes de dialogue la caméra n'est pas fixe? L'entretien par exemple entre Vosen et Landy, c'est filmé très serré. C'est un rapport de force, on est écrasé. Ces gens doivent prendre des décisions très importantes. Ça donne l'impression en fait que tout est filmé comme une grande scène d'action. Et que le film entier est un film d'action mais dans tous les moments de sa narration. On ne respire pas beaucoup, la caméra est très rapprochée. Les scènes d'action ne semblent pas se terminer parce qu'elles sont aussi construites par des scènes qui sont beaucoup plus calmes jusqu'à une montée en crescendo pour de la véritable action avec du mouvement. Mais étant donné que même les scènes de dialogue sont filmées comme une scène d'action, eh bien on a l'impression qu'elles durent beaucoup plus longtemps. Les champs contre champs sont souvent positionnés à l'arrière d'une épaule, d'un meuble, d'un volet ou d'une porte. Ils donnent ainsi au spectateur une sensation d'épier en permanence les personnages. Il y a chez Paul Greengrass une science quasiment du changement de point de vue. On voit tout de suite la scène avec plein de points de vue différents et c'est précisément ce que nous avons aujourd'hui en 2016. Le film date de 2007 et capte peut-être mieux l'ambiance des flux d'images que certains films qui sont faits actuellement. C'est vraiment dingue. Il y a une dynamique du mouvement complètement folle dans ce film-là et un montage si rythmé, si précis. Le film, on va dire, n'est pas élégant, mais il est ultra fluide.
Et même, quand on a l'impression que c'est de la caméra portée, ce sont quand même des mouvements très élaborés. Il y a un plan où la caméra suit Bourne qui passe d'un immeuble à l'autre. Ça, c'est un plan assez spectaculaire parce qu'on suit Bourne sauter. Donc, le caméraman a sauté avec lui en quelque sorte. Peut-être que c'était une affaire de câblage, je ne sais pas. Mais le mouvement est assez impressionnant. Alors, bien sûr, il faut faire exister ce mouvement élaboré au milieu de caméra portée. Et ça, c'est un grand enjeu. Filmer et monter de la caméra portée avec quelques mouvements élégants. Donc ces mouvements-là ne durent jamais très longtemps. Et voilà, il traverse la vitre et la caméra traverse avec lui, c'est assez fou. C'est vachement impressionnant ce genre de plan. Et justement, dans cette caméra portée, ce découpage, tout d'un coup, on a un plan très élégant qui renforce non seulement l'impact, puisque la durée est allongée, mais aussi la vérité de l'instant. Parce que pour une fois, on a un plan qui dure un petit peu plus longtemps, où on a vraiment l'acteur performé en quelque sorte. Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est que ça renvoie à une chose toute bête. Cette façon de filmer, c'est qu'il filme exactement de la même façon tous les lieux et tous les pays. C'est-à-dire que Madrid ressemble à Moscou, qui ressemble à Tanger. Et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est même cohérent. Il ne se sent en sécurité nulle part. Et pour eux, pour les héros, tous ces lieux différents sont des lieux du danger. Ce sont les mêmes lieux. C'est pour ça qu'on est constamment en tension. Il n'y a pas de ville ou de lieu plus rassurant que l'autre. Et c'est presque une esthétique jusqu'au boutisme, cette idée. J'ai entendu des critiques qui parlaient du scénario qui était un prétexte à l'action, c'est-à-dire à peu près ce que reprochait Roger Ebert pour le premier volet, un scénario qui amenait à des scènes d'action qui pouvaient être enlevées en fait. On peut alors rétorquer que le scénario devient un prétexte pour augmenter la cadence de plan et même la cadence de l'action chaque minute un peu plus et atteint ses limites de la perception du spectateur, en le privant toujours un peu plus de la possibilité d'analyser l'action ou tout simplement de la comprendre. Ces films-là sont des films pour des gens aguerris. J'ai beaucoup plus apprécié, après mes études, ces deux films que avant, où je les avais vus, mais ça m'avait pas fait des masses de choses. Donc il y a vraiment un basculement qui s'est opéré quand j'ai commencé à avoir un peu plus d'entraînement. Et je pense qu'on peut vraiment voir ces films de cette façon. La scène à la gare de Waterloo avec le journaliste, mais c'est une traque qui est super impressionnante par la qualité de la mise en scène, de la narration, et je parle de la narration visuelle, la gestion des foules, l'ellipse, l'alternance, le montage simultané entre ce qu'on voit à l'écran et ce que voit l'agence par l'écran. Et Jason Bourne qui guide le journaliste en essayant d'éviter en même temps les caméras. Et même nous, dans l'image, on peut essayer de le repérer et il est dans les plans. C'est super impressionnant. Vous avez un petit extrait clip sur, je crois, Movie Clip sur YouTube. Si vous tapez Bourne Ultimatum, il y a cette scène-là dans la gare. C'est impressionnant parce que on a vraiment l'impression que aucun plan est inutile. Ils sont tous utiles, très précis dans les zooms, dans les mouvements, et ça contribue vraiment à donner une véritable identité à la mise en scène. Le montage est cut à mort, et pourtant on arrive à le suivre et on est à fond dans la séquence. Le mixage son est aussi très précis quand on fait un petit peu attention à ces deux films de Greengrass. On voit qu'il y a un gros travail son, et c'est justement souvent le travail son qui va nous aider à comprendre la scène, à comprendre, à nous spatialiser le son, donc à nous spatialiser les objets qui font ce son. Et c'est pas pour rien que ce film remporta des Oscars de post-production à la 80e cérémonie des Oscars. Il a remporté l'Oscar du meilleur montage son et du meilleur mixage. Le film est très riche au son, on l'entend bien, on s'en rend pas forcément compte bien sûr comme ça qu'on est dans le film, mais le son est assez ouf. Le son crée une continuité, comme je vous disais, ça rend compte des mouvements quand il y a un combat et que c'est trop cut, on entend les coups mais on ne les voit pas, donc ça nous permet aussi de créer l'image et de créer souvent la transition
entre les coups qu'on ne voit pas, c'est-à-dire l'impact qui nous est refusé au regard, ou par exemple quelque chose qui est hors champ. Donc le son est une image aussi dans ce film-là. On est à ce niveau-là de montage. C'est assez fabuleux. En tout cas, moi, ça me fascine complètement. J'essaie de vous stimuler un petit peu là avec ma parole, mais c'est vraiment un montage de ouf. The Bourne Ultimatum. C'est aussi accompagné d'une musique de John Powell, alors toujours la musique assez classique, musique de thriller. De toute façon, John Powell fera la plupart des musiques de Paul Greengrass. Ça marche très bien. Alors, chose assez amusante au niveau son, je parlais dans le premier opus de la musique repris de Vangelis là. Eh bien, c'est repris dans le deuxième volet après l'agression au commissariat. Et ici, c'est repris à Tanger quand l'agent sort de chez lui avec sa bombe. Et aussi quand Landy se rend compte que Bourne la voit. On dirait une blague de compositeur comme il y a le cri de Wilhelm. Donc je voulais encore vous indiquer les deux trois passages où elle apparaissait cette musique. Donc je vous le rappelle, c'est une track de Vangelis. Mais c'est vraiment très étrange cette pratique. Je ne peux pas l'expliquer. Bon, en même temps, je ne suis pas là pour tout expliquer. Hein. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de vous donner envie quand même de voir ce film. Mais voilà, c'est une petite curiosité. Ceux qui connaissent la VO de Vangelis, ça ne vous échappera pas, je pense. Alors, maintenant qu'on a un petit peu parlé de la mise en scène, parlons un petit peu de ce qu'en a pensé mon pote Roger Ebert, qui sortit en 2007 son papier, son article. Comme les précédents, il n'était pas forcément investi dans les quêtes et les dilemmes du personnage. Il trouve que la fin, par exemple, n'apporte pas grand-chose. Mais il le dit, et ça ne l'empêche pas d'apprécier le film. Il parle d'exercices habiles sur des effets high-tech et d'un travail de cascade qui est impressionnant si je devais le traduire. Il dit que le film est un hommage à la détermination de Bourne. Et là, je suis complètement d'accord avec lui. J'ai beaucoup aimé cette série de films, commencée il y a 5 ans. Est-ce que c'est une série de pur divertissement? C'est un film d'entraînement pour le spectateur et aussi un film sur la surveillance. En termes de thématique, je crois qu'on peut s'aventurer dans ces domaines. C'est un film d'action moderne qui rend compte aussi de sa modernité. Et pour traduire ce sentiment d'urgence et d'insécurité propre au trajet de Bourne, je pense qu'il faut aussi se laisser guider par ses sens. Par son expérience de l'image, du son, mais aussi par ses sens, par ce qu'on ressent face à ce flux d'images. Des fois, je ne comprenais pas ce qui se passait. Par exemple, la scène dans le tunnel dans Bourne Supremacy, à la fin, à Moscou, je ne comprenais pas ce qui se passait devant moi, mais je ressentais quelque chose, je ressentais la chose, je ressentais la tension, le danger. Une des choses les plus importantes peut-être par rapport au film, c'est que quand on voit le film, on a l'impression que c'est réel. Alors que ça ne l'est pas, c'est crédible. Alors qu'il y a des trucs pas crédibles du tout dans le film, la spatialisation des rues dans une ville par exemple. Mais c'est le cas d'ailleurs de la majorité des films. Quand on voit un film comme ça, on est dedans. Et c'est vraiment tout le travail d'immersion, je n'ai pas assez insisté dessus, mais c'est tout le travail d'immersion de Paul Greengrass qui fait le boulot là. L'immersion, ça a l'air vraiment d'être quelque chose de très important, parce que les introductions successives de Green Zone et de Captain Phillips fonctionne exactement de la même façon. Greengrass prend un petit peu son spectateur, certains disent en otage, je veux bien le croire, mais moi j'aime bien être pris en otage de cette façon-là, c'est-à-dire que le mec nous visse sur la chaise, voilà, et ça c'est tellement agréable quand on est emporté comme ça par le film, et pour moi c'est un grand talent, c'est pas Greengrass, et ce film-là, on monte encore d'un cran, je lui mettrais un 16 sur 20, voilà. Un 16 sur 20 pour The Bourne Ultimatum, la vengeance dans la peau. Alors un épisode encore mieux que le précédent, alors ça c'est formidable, qu'une série ne cesse d'augmenter, mais qui baissera avec l'espèce de spin-off là qu'est Bourne Legacy. Je vous renvoie à ma critique qui est une des premières sur la chaîne. Bon, c'était pas une critique très folichonne, mais le film ne l'était pas non plus. Et bien sûr, grosse attente maintenant pour le 5e volet. J'ai envie d'un bon film d'action. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le film d'action, il est timide. Il ne se montre pas tant que ça. Et ben là, j'ai vraiment envie d'être dedans, voilà. Et que d'avoir peur pour le héros, de frémir, et d'avoir des sensations. J'ai vraiment envie de ça. Donc, j'ai hâte de voir Jason Bourne
dans Jason Bourne. Parce que je crois que le titre anglais c'est Jason Bourne tout simplement. Donc là, il a clairement son identité dans le titre même du film. Pour moi, c'est une fin qui est tout à fait honorable pour cette trilogie. C'est peut-être une des meilleures trilogies des années 2000. Et c'est sûrement parmi les meilleurs films de 2007. Jason Bourne, pour terminer, eh bien c'est un personnage de fiction de cinéma. Au même titre que James Bond, Terminator, Beetlejuice, Indiana Jones, Rocky, Jack Sparrow, on a Jason Bourne, avec cet acteur Matt Damon qui l'incarne complètement et on ne voit personne d'autre à sa place pour jouer Jason Bourne. Et là, c'est vraiment la marque d'un vrai personnage. C'est qu'il est complètement affilié à un acteur. Et personne ne pourra le remplacer. Je trouve ça merveilleux que... Voilà, on se dit, des fois, dans les années 2000, il n'y a plus des grands personnages de fiction hollywoodienne ou de fiction de cinéma qui sont créés. Ben non, c'est faux. Je trouve qu'il y a encore des personnages qui se créent, mais il faut aussi leur laisser le temps de vivre sur Internet, dans les fictions, les bandes dessinées, tout ça. Il faut leur laisser le temps de se décliner dans l'esprit collectif, dans la pop culture. Et je pense que Jason Bourne est aussi un personnage de film d'action qui est complètement reconnaissable. Peut-être qu'en France, on est moins touché par ce personnage, mais il faut bien dire que, en général, à l'international, quand on dit Jason Bourne, ben on pense à Matt Damon, et inversement, Matt Damon, on dit Jason Bourne. Voilà. Et peut-être Will Hunting, éventuellement après. Voilà, je pense qu'avec ce film-là, avec cette série de films, eh bien, ça a peut-être permis à Matt Damon de négocier des contrats intéressants, par exemple son rôle dans Les Infiltrés de Scorsese. Donc, moi, je trouve que c'était vraiment très bien pour lui d'avoir un rôle comme ça. J'espère que ces 3 critiques vous auront donné envie de revoir cette série sous un autre angle, avec quelques pistes pour peut-être plus apprécier la façon de filmer ou des thématiques. Les critiques ne sont pas là pour faire des espèces de tours complets en analyse à fond et tout ça. Non, je peux pas. Et je peux pas vous faire de l'analyse de séquences dans les critiques parce que je n'ai pas trop droit aux images. Donc, j'espère que ça vous donnera quand même envie de voir le 4e volet de cette série, ou le 5e film, ça dépend comment on voit, ça dépend si on inclut Legacy à l'intérieur. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de voir Bourne au cinéma en août, je crois qu'il sort le 10 août, il me semble. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous remercie d'avoir vu ces vidéos, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!